Stratégie HPC en France, en Europe, donc les tendances, les initiatives, alors, tout ça en 15 minutes. Alors je vais essayer de faire mon maximum pour tenir le temps. Donc je vais commencer par quelques banalités, mais bon, je pense qu'on partage tous ici autour de cette assemblée ce constat, c'est que le calcul intensif est devenu un outil stratégique à la fois pour la science, pour l'innovation, pour l'industrie, pour l'aide à la décision. Donc j'ai mis quelques exemples historiques, on va dire, d'utilisation du calcul intensif dans la science. Donc évidemment, j'ai oublié des domaines, vous m'en excuserez, mais que ce soit dans le climat, dans l'astrophysique, dans l'énergie, dans la chimie, les matériaux, ou dans les sciences du vivant, ça se démocratise de plus en plus. Et ce qu'on voit arriver, ça a été dit ce matin par Violen, si je me souviens bien, c'est que, par exemple, le domaine des sciences humaines et sociales est en train aussi d'exploser. On voit arriver des demandes au niveau des mésocentres, donc que ce soit de l'archéologie, de la linguistique, des grandes bases de données, tout ce qui est comportemental aussi. Donc il y a pas mal de simulations qui commencent à arriver, qui brassent de la donnée et qui vont avoir besoin de HPC. Dans le domaine de l'innovation, donc historiquement, des domaines comme l'aéronautique ou l'automobile ont aussi été des gros demandeurs de simulation. Et maintenant, donc, que ce soit la pharma ou la médecine personnalisée, on voit aussi arriver plein de nouveaux domaines d'utilisation du HPC dans l'industrie. Et donc aussi un outil stratégique pour l'industrie. Enfin, le dernier domaine, c'est l'aide à la décision. Donc, c'est aider les politiques publiques. Comment le calcul intensif peut aider nos décideurs à prendre les bonnes décisions. Et donc, typiquement, par exemple, dans les risques naturels, donc que ce soit des séismes, des inondations, des ruptures de barrages, on peut utiliser le HPC, en mode du urgent computing, pour faire des simulations et aider, par exemple, les décideurs à prendre les bonnes décisions. Quand c'est, par exemple, des propagations de virus, que ce soit des propagations de grippe ou d'autres maladies, on peut aussi mobiliser des moyens de calcul pour faire des simulations un peu en urgence. C'est aussi le cas pour les activités industrielles et c'est aussi malheureusement le cas pour le cyberterrorisme où de plus en plus on a aussi besoin de moyens de calcul pour pouvoir anticiper certains problèmes. Donc quelques tendances, alors c'est difficile de faire tout ça en 15 minutes, mais rapidement où on va. Donc vous savez tous vous connaissez tous cette fameuse courbe du top 500, alors je suis en train de chercher mon pointeur, mais bon... voilà, il est là. Cette fameuse courbe du top 500, donc ici au milieu, vous avez la première machine. Donc l'évolution naturelle du top 500 nous fera arriver à une machine autour de l'hexaflop, donc 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde autour de 2020-2021. C'est quelque chose qui est attendu en Chine à partir de 2019, aux États-Unis à partir de 2021, en Europe et au Japon à partir de 2022-2023. Mais ce qu'on voit arriver, c'est que de plus en plus, au lieu de faire la course pour une machine théorique, on fait maintenant la course pour une machine qui va vraiment délivrer de la performance sur des vraies applications. Et ça, c'est un discours qui a changé, au moins déjà en Europe et aux États-Unis depuis 1 à 2 ans. On ne fait plus la course pour une machine théorique chinoise, mais plutôt pour une vraie application, une vraie machine sur des vraies applications. Donc maintenant, quand vous voyez les discours qui sont faits au niveau de la Commission européenne ou au niveau des États-Unis, on dit l'exascale, ce n'est pas une machine qui fera 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde, mais plutôt une machine qui va délivrer 50 à 100 fois plus de performance sur des vraies applications. Et ça, c'est un changement très important. Ce qui est important à prendre en compte, et ce qui ne change pas par contre, c'est que les machines consomment de plus en plus. Et donc, les contraintes d'essence sont autour de 20 à 30 mégawatts pour ce type de machine à l'horizon 2020. Donc, si on extrapole tout bêtement la performance énergétique d'Irène, sans faire d'efforts particuliers, il faudrait avoir une machine, un hexaflop, en gros, ce type de machine à l'horizon 2020-2021, c'est 125 MW, donc ce n'est pas forcément tenable budgétairement. Donc vous voyez qu'il y a un effort assez important à faire encore au niveau de l'optimisation énergétique des machines. Tout ça, ça va avoir un impact assez important sur les applications, sur les architectures d'abord. Donc on va avoir des machines très denses, donc avoir des centaines de milliers, voire des millions de cœurs. Donc, aller chercher du parallélisme sur les applications, ça a été dit ce matin du côté climat, mais c'est vrai dans tous les domaines. Il faut aller chercher plus de parallélisme pour attirer la quintessence de ces machines, sachant que la performance unitaire de chaque heure ne va pas trop évoluer. On va avoir de nouvelles architectures un peu différentes et un peu exotiques. Donc, on a parlé de GPU, on a parlé de mini-cœurs, on peut parler aussi d'FPGA qui commence à arriver. Il y a aussi une refonte complète des hiérarchies mémoire. Donc, ce qui va coûter cher à l'avenir, ce n'est pas de calculer, mais ça va être plus de déplacer l'information, de stocker l'information. Et donc, vous allez avoir une série de hiérarchies mémoire et stockage différentes qui vont aussi amener une certaine complexité. Donc, tout ça, ça amène à un enjeu majeur qui est la programmabilité de ces machines. Donc, ça a été dit ce matin par Virginie, si je me souviens bien. Il est clair que nous, en tout cas de notre côté, ces machines, ce qu'on pousse, c'est au moins l'utilisation de langage de programmation standard.
On pense qu'elles ne seront utilisées que si elles sont poussées par des langages de programmation standards. Et c'est pour ça, Eric y reviendra dessus, qu'on pousse beaucoup, par exemple, OpenMP sur GPU. Et l'autre point qui est important et sur lequel on n'arrêtera jamais d'insister, c'est l'accompagnement. Donc, ce qui fait la force d'une machine, et je me souviens, on l'avait dit à l'époque, nos collègues du TGCC, qu'on a installé Curie, c'est que 50% de la machine, 50% du succès de la machine, c'est la machine par elle-même, et 50% c'est l'accompagnement. Et donc là-dessus, il y a effectivement des gros enjeux pour accompagner les communautés vers ces nouvelles structures. Donc c'est le but de ce qu'on a commencé avec la cellule, mais il est clair que c'est quelque chose qu'on doit aussi amplifier fortement au niveau des équipes de support des centres, équipes de support qu'on remercie tous parce qu'effectivement elles font un travail au jour le jour qui est extraordinaire et qu'il faudra sûrement amplifier. Donc après, là, on posait la question, l'exascale, pourquoi? Alors bon, je pense qu'ici vous savez à peu près, vous avez une idée de certains grands challenges dans votre domaine. J'ai essayé d'en mettre quelques-uns. Alors évidemment la liste n'est pas exhaustive et je ne pourrais pas détailler tous les cas. Bon, on a parlé ce matin du climat déjà, donc l'idée, c'est de pouvoir aller sur des modèles à plus haute résolution, par exemple une résolution globale d'1 kilomètre sur tout le globe, mais pourquoi pas d'avoir aussi des modèles plus riches au niveau de la physique, de faire de l'ensemble, de l'incertitude. Donc tout ça va effectivement requérir beaucoup de puissance de calcul, largement supérieure à celle qu'on a actuellement. En sciences de la vie, c'est assez important aussi de pouvoir, par exemple, prédire les interactions entre les atomes et les médicaments dans la recherche en pharma. Et si vous voulez faire ça sur des temps raisonnables, au-delà d'une microseconde de simulation, ce qui est déjà important pour eux, sur des systèmes assez gros, 200 000 atomes, il faut une machine exascale pour faire ça. Il y a des exemples aussi au niveau, bon, il y avait Virginie a parlé ce matin, mais au niveau d'ITER, voilà, la simulation modélisée ITER et tout le comportement, c'est aussi un grand challenge important dans cette communauté. En cosmologie, prédire l'évolution de l'univers et comprendre son évolution, c'en est un aussi. Dans le domaine de l'énergie, chez EDF, faire le digital twin, donc le réacteur nucléaire virtuel, c'est un enjeu assez important en multiphysique, à multi-échelle, qui aura besoin d'un exaflop. Et finalement, en combustion, donc là aussi, pouvoir simuler une turbine complète, tous les étages. Donc c'est des simulations LES couplées, où effectivement, il faudra beaucoup de performance et une machine de ce type-là. Donc voilà quelques exemples de grands challenges qui amènent l'exaflop. Il y en a évidemment d'autres. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même aussi à la fois on est dans tous les domaines, on est aussi sur un point que je vais aborder après, qui est aussi une convergence entre le calcul et les instruments. Ça a été dit ce matin, je pense, par Thierry, il me semble. Donc ce qu'on voit arriver dans les grandes tendances, c'est certes, il y a l'exascale qui arrive, mais il y a aussi quelque chose qui arrive un peu avant, mais même dès maintenant, qui est cette convergence entre l'HPC et la data. Donc la data, elle sort d'où? Elle sort déjà de nos calculateurs. Donc on met de plus en plus de puissance de calcul disponible. Et grâce à cela, vous faites de plus en plus de simulations. Donc des simulations 3D, multi-échelle, multi-physique de l'ensemble. Et tout ça, ça génère de la data. Bon, je ne sais pas si Jean-Michel est dans le coin ou s'il écoute, mais à l'époque, on avait pas mal communiqué sur le grand challenge DU, ce qui reste quand même encore un point important pour nous, un point marquant de génération de données, puisqu'à l'époque, on avait quand même généré 150 pétas de données au TGCC. Qui avait été traité à la volée en in situ. On avait réduit par 100 le volume, mais c'est déjà quelque chose qui est conséquent. Vous avez quelques exemples en combustion où on arrive quand on fait la DNS à générer un péta en 30 minutes en données brutes. Le climat, qui est actuellement notre plus gros consommateur effectivement de ressources de stockage. Donc CMIP5, l'archive globale faisait... je vais y revenir. Faisait un péta, ici vous avez donc CMIP5 un péta 8, CMIP6 les projections c'est entre 36 et 90 pétas et on commence à avoir déjà des premiers chiffres de CMIP7 où on est aussi largement, on va frôler la centaine de pétas voire plus, voire même l'exa. Voilà, vous voyez déjà l'explosion de la donnée qui arrive par le calcul. L'autre point qui a été dit ce matin, c'est aussi que les grands instruments, les prochains grands instruments qui vont être lancés, vous avez quelques exemples en astrophysique, en cosmo, en réseau de capteurs, c'est valable aussi pour les microscopes, les cryomicroscopes par exemple, ils génèrent énormément de données. Et si on veut valoriser ces grands instruments, il faut utiliser un supercalculateur pour le faire. Donc on voit cette convergence entre grands instruments et supercalculateurs qui arrivent. Je ne parle pas non plus d'un grand instrument qui est aussi Internet. Si on veut utiliser tout ce qui est IoT à terme, ça va générer beaucoup de données. Et effectivement, il y aura besoin dans certains cas de supercalculateurs pour traiter les données. Donc voilà un peu ce point qui est important aussi à avoir en tête au niveau des tendances. Qui arrive assez rapidement. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on va vers un paradigme dans lequel vous aviez autrefois le cercle vertueux, donc la théorie, l'expérimentation et la simulation, avec effectivement ces liens permanents qui entre les trois piliers de la science, et avec l'arrivée du HPC et du HPDA qui vont venir ensemble aider à faire fonctionner ce cercle vertueux parce que la donnée est en train d'exploser.
Donc on arrive à un schéma où maintenant on avait autrefois effectivement les supercalculateurs qui faisaient de la simulation numérique à grande échelle, mais qui vont devoir aller sur d'autres domaines, qui est le data analytics scalable, donc l'analyse de données à grande échelle, mais aussi, pourquoi pas, des analyses de données qu'on voit arriver aussi fortement maintenant, qui sont du deep learning, du machine learning ou autre. Donc le périmètre des supercalculateurs va augmenter pour aller couvrir tous ces grands enjeux. Alors dans les challenges qui ont été mis en avant, c'est évidemment comment faire cohabiter les différentes stacks software entre, par exemple, le data analytics et le HPC. Les aspects containers, comment on intègre la virtualisation, mais aussi, bon, je ne vais pas aller sur tous les enjeux, mais surtout aussi, par exemple, comment on gère, quand on a des grands instruments, des grandes acquisitions, comment on gère le support de workflow de bout en bout. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Il faut repenser la gestion de données de bout en bout, et il faut que les centres de calcul soient capables de gérer des workflows un peu complexes. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi nous percuter très rapidement, et sur lequel il va falloir que nous développions des nouveaux services, et évidemment, une nouvelle fois, apporter l'accompagnement. Il va falloir que dans les centres de calcul, on développe de la compétence dans les centres sur l'analyse des données, sur les algorithmes de traitement de données, sur tous ces nouveaux services qui vont arriver. Et une nouvelle fois, on aura aussi besoin de vous, dans l'expression des besoins, mais aussi dans la vie de tous les jours, pour nous remonter ce qui va et ce qui ne va pas. Tout ça, donc tous ces éléments, ils ont été parfaitement compris par beaucoup de pays. Donc si vous voyez l'évolution du top 500 et toutes les annonces, donc vous savez très bien qu'actuellement la Chine trust depuis quelques années la première place du top 500 et ça va continuer. Une machine exaflop est attendue à l'horizon 2019 en Chine. Les États-Unis ont embrayé cette guerre, qui est considérée un peu comme le programme Apollo maintenant. Donc le premier qui arrivera à l'exascale, c'est un peu le nouveau programme Apollo des temps modernes. Donc il y a un plan assez ambitieux et donc assez récemment, il y a une dizaine de jours, la machine exascale américaine a été annoncée pour 2021 avec pas mal d'investissements à la fois sur les machines mais aussi sur les applications. Il ne faut pas oublier, ce qui est important, c'est de faire les développements en commun entre les machines et les applications. Et au Japon, qui a aussi toujours eu cette habitude de travailler à la fois les machines et les applications, la machine est attendue pour 2022. Et partout, ce qu'on voit, c'est cette tendance-là, donc cette tendance entre le rapprochement entre le calcul et les données. Donc, pas oublier cette convergence et donc avoir des machines qui sont capables à la fois de gérer l'ensemble des problématiques. Alors, vous allez me dire où se place l'Europe là-dedans, parce qu'on n'en a pas parlé. Donc, l'Europe a annoncé, donc la Commission européenne a annoncé, alors c'est un slide qui est assez récent. Vous allez voir pas mal d'acronymes, alors je vais essayer d'en traduire le maximum. Donc, la Commission européenne a annoncé donc, en avril 2016 une initiative assez grosse qui s'appelle la European Cloud Initiative. Donc, c'est le grand nuage tout autour qui englobe tout ça. Et donc, cette initiative ECI, elle est basée sur deux piliers. Une infrastructure fédérée qui s'appelle EDI, qui est ici, ici. Et donc, cette infrastructure unifiée, elle unifie quoi? Elle unifie les datas, le calcul et les réseaux. Et pour utiliser cette infrastructure unifiée, on a une couche supplémentaire qui s'appelle la European Open Science Cloud, donc des services cloud pour utiliser cette infrastructure à terme unifiée. Cette infrastructure, elle est ouverte pour les scientifiques, pour les industriels et à terme même pour le simple citoyen. Donc vous voyez, c'est une vision assez ambitieuse de la Commission, sur laquelle il y a potentiellement 10 milliards d'euros qui sont positionnés, donc c'est un investissement assez important. Dont 9,5 milliards pour rien que l'infrastructure EDI, avec même aussi un peu de prospective, puisque dans EDI, il est prévu de regarder aussi des technologies post-silicium, donc de regarder par exemple un plan quantique en Europe. Alors si on zoome maintenant sur EDI, comment ça se passe et comment ça s'interface avec ce qui existe déjà quand même, au niveau européen, pour ceux qui suivent un peu les débats. Donc au niveau européen, vous avez un triptyque qui est composé des technologies, qui est porté par ETP4HPC, des applications qui sont portées par les centres d'excellence et des infrastructures qui est portée par Price. Et donc l'idée, c'est que ce triptyque se discute et se positionne avec Géant pour répondre à EDI et être la nouvelle infrastructure unifiée à l'avenir. À côté de ça, il y a un nouveau acronyme, alors j'essaie de vous traduire le maximum d'acronymes possible, mais il y a un nouvel acronyme qui est arrivé qui s'appelle EuroHPC. Donc EuroHPC, c'est une déclaration qui a été faite par 7 pays au mois de mars dernier, qui ont dit, nous on entend la vision de la Commission, on veut développer des systèmes pour l'exascale, on veut développer de la technologie européenne de préférence, et on veut développer les applications. Et donc il y a effectivement à côté de ça un programme qui est en train de se mettre en place avec des financements ambitieux pour répondre à un périmètre qui sera peut-être plus large que le périmètre qu'adresseront EDI.
et qui va permettre vraiment de démultiplier les efforts qui sont déjà faits ici par ces 3 entités. Alors ne regardez pas trop les budgets, parce que c'est marqué là, c'était présenté par la Commission européenne il y a 2 semaines, et les budgets ne sont pas forcément des budgets qui sont comités pour le moment, mais c'est quand même pour vous dire qu'il y a quand même des efforts assez importants qui sont faits en Europe. Donc après, ah oui, alors j'ai oublié qu'il y avait les animations. Donc Jean-Philippe vous a déjà parlé de Price 2 qui vient de se mettre en place. Ça nous a pris un peu de temps pour signer tout ça. Et vous a dit qu'on est à 70 pétaflops. Donc c'est vrai que 70 pétaflops par rapport à des systèmes chinois qui font 150, c'est peut-être un peu en deçà, mais on a une utilisabilité beaucoup plus grande de nos machines, ce qu'il faut regarder aussi. On est toujours sur ce ratio. Certes, on n'a pas forcément les plus grosses machines, mais on a quand même des machines polyvalentes. Et ici, on amène une complémentarité d'architecture qui est assez importante pour adresser tous les besoins. Que ce soit des machines Maker, des machines hybrides, des machines standard x86, on a un choix assez important. Une fois qu'on a signé Price 2, on s'est projeté dans la suite qu'on appelle un peu Price Plus, qui sera intégré dans EDI. Et là-dessus, on regarde un petit peu quels sont les services qu'il faut que Price développe à l'avenir. C'est pour ça que ce type de retour, ce type de journée aujourd'hui est important, parce que ce qu'on reçoit au niveau de Gency, on le remonte aussi au niveau de Price pour essayer de décupler tout ça au niveau européen. Et donc on travaille, donc vous avez un petit schéma, mais on travaille sur des nouveaux services HPC. Donc l'idée c'est de voir quels sont les services HPC qu'on peut amener vers les grands instruments, par exemple, ce lien grand instrument HPC. Quels sont les nouveaux services qu'on peut amener au niveau de l'urgent computing, du cloud, comment effectivement s'interfacer avec EOSC. Comment on peut aussi amener au niveau de la data des nouveaux services, donc typiquement se dire cette convergence HPC, HPDA et IA, comment on l'organise au niveau des centres de calcul. Comment aussi, ce que je voulais dire dans les services HPC, on en a parlé ce matin, c'est comment aussi on peut répondre à des demandes communautaires. Donc on a parlé de la communauté climat, c'est MEPSIS, INES au niveau européen, qui est organisée et qui fait des demandes concrètes à Price. Ce matin, Virginie, qui représente quand même Eurofusion aussi, avec une communauté structurée, a parlé aussi de ces besoins-là. Il faut pas hésiter à ce que les communautés européennes structurées fassent des demandes après. C'est assez important. Et on est en train de voir comment avoir éventuellement un volume de ressources élastiques qui permettait de répondre à des demandes communautaires, pas des demandes simplement d'utilisateurs, mais communautaires. Donc c'est quelque chose sur lequel on est en pleine réflexion. Il ne faut pas hésiter à remonter ce type de besoin. Et enfin, donc j'ai parlé des services HPC, data, des services pour l'industrie, donc aller au-delà de l'accès recherche ouverte pour l'industrie, peut-être avoir des aspects recherche dans lesquels on ne publie pas les résultats ou dans lesquels on va au-delà de la recherche, on se pose des questions là, voilà, on ne va pas forcément implémenter tout, mais on se pose ces questions-là. Et évidemment, comme vous avez compris, dans EDI, la pierre angulaire, c'est le HPC, la data et les réseaux. Et donc, on a des discussions actuellement avec Géant pour pouvoir développer des nouveaux services réseau pour soutenir les communautés. Donc là aussi, pareil, si vous avez des besoins de connectique, mais aussi de services à valeur ajoutée sur les réseaux, il faut le faire remonter, de façon à ce que nous, on le fasse remonter au niveau de Price. Voilà, donc au niveau de Gency, si je descends à partir, j'ai fait le monde, l'Europe, maintenant je suis sur la France. Donc bon, c'est déjà été présenté ce matin, donc vous connaissez la TGR Gency et tout le travail qui est fait au jour le jour par Gency et par les centres de calcul. Ah oui, j'avais toujours les animations. Donc je ne vais pas revenir sur le parc que vous connaissez très bien et sur l'annonce qui a été faite pour Irène. Seulement vous dire quelque chose, c'est qu'effectivement on a ce planning d'évolution. Alors Marylis me demandait en 2021 ce qu'on fait. Alors je peux vous dire qu'en 2021 on pense à remplacer Irène, donc on sera sur une approche pré-exascale et on se posera la question avec le CEA de remplacer Irène, donc c'est pour aller un peu au-delà. Mais 2021 c'est loin aussi quand même, d'un point de vue technologique, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais effectivement on pense à ça. Ce qu'il faut voir, comme l'a dit Jean-Philippe, c'est qu'on fait évoluer les machines tous les 10 mois. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une approche avec des architectures complémentaires. Donc pas les mêmes machines dans les mêmes centres, mais plutôt avoir des machines un peu différentes dans chacun des centres, de façon à pouvoir couvrir tout le spectre des besoins applicatifs qui ne rentrent pas tous sur une seule machine ou une seule architecture. Voilà, donc après, ce qui est important aussi, et ça a été dit par Philippe ce matin, c'est qu'on a aussi une vision assez unique en France de structuration de l'écosystème. Donc on a quelque chose qui ressemble un petit peu en Allemagne, mais qui n'est pas du tout aussi abouti. C'est cette fameuse pyramide dans laquelle on essaie de faire travailler les tiers entre eux, je vais y arriver. Donc au niveau régional, très important, parce que c'est là où les gens tapent la porte pour venir au calcul. Les premiers entrants vont venir d'abord sur un mésocentre. On le voit avec les SHS, c'est ce qu'a dit Violaine ce matin. Si on veut faire venir les SHS au niveau national et au niveau européen, il faut qu'effectivement il y ait des mésocentres qui les accueillent. Donc c'est un rôle qui est primordial, qui est fait par les mésocentres. Et donc tout ça, c'est fait, cette démultiplication de la dynamique, elle est faite avec tous les partenaires d'équipe méso, mais aussi les autres mésocentres qui sont en France.
Le niveau national, vous le connaissez, et c'est Gency, depuis 10 ans. Et le niveau européen, donc on essaie vraiment d'avoir une approche dans laquelle on permet à chaque utilisateur qui va arriver ici de pouvoir monter la pyramide en fonction de ses besoins, avec des niveaux de service à peu près cohérents et connus. C'est ce qu'on essaie de faire avec votre aide. Voilà, donc après, on a parlé un peu de l'avenir. Donc vous avez compris qu'on est sur des technologies un peu de rupture. Le passage du pétascale à l'exascale, ça ne sera pas comme le passage du gigascale au pétascale. Il y a des ruptures attendues à cause des contraintes énergétiques qui font que ça se prépare à l'avance. On n'est plus dans des possibilités de faire les appels d'offres sans préparer à l'avance le terrain. Et ce terrain, on veut le préparer avec vous. Donc c'est ce que va présenter Eric. Donc c'est toute la démarche de la cellule UV technologique. Donc c'est tester, préparer, anticiper ensemble. Et surtout aussi bénéficier du support des experts qui sont disponibles en France. Donc c'est vraiment avoir cette mise en commun de toutes ces ressources pour mieux se préparer à l'avenir. Donc les deux plateformes, Eric reviendra dessus. Une troisième plateforme est attendue au TGCC l'an prochain. Et il faut savoir que ces plateformes, elles sont utilisables très facilement par un simple accès préparatoire. Donc si vous voulez les tester, n'hésitez pas. Vous allez sur notre site et vous pouvez avoir accès via un Prep Access à ces machines en avance de phase. Voilà, je pense que j'ai terminé ma présentation. Alors juste vous dire, voilà, l'avenir, il est extraordinaire, il est plein de challenges, de défis, de convergence et d'échanges. Donc je vous ai fait un petit schéma qui est l'exascale. Vous avez vu que ce n'est pas la dernière montagne, il y en a encore une autre. Il y a du quantique, il y a du big data, il y a de la convergence, mais il faut faire les bons choix. Et donc l'idée, c'est clairement, ensemble, de travailler pour faire les bons choix et aller vers un avenir très fructueux au niveau technologique. Merci beaucoup.